Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique et analyse l'écosystème et l'actualité de la pop culture. Pour notre numéro 108 et à l'occasion de la sortie de Shenmue 3, nous allons revenir sur son créateur que certains disent d'être un génie, Yu Suzuki. Pour ce faire, sacré plateau, aujourd'hui nous recevons deux invités. Florent Gorge, bonjour. Bonjour. Alors tu es interprète, tu écris des livres, tu es une maison d'édition, dis-nous un peu plus sur tes activités. Ouais, c'est vrai, c'est difficile de... Ah, plus près du micro, me dit-on. Parfait. C'est vrai que c'est un peu difficile de résumer ça en 10 secondes, Oui. mais effectivement, traducteur, interprète et puis auteur de livres sur l'histoire des jeux vidéo. D'accord. Et aussi, effectivement, gérant d'une maison d'édition qui s'appelle Omake Books, qui fait du manga, des livres sur le jeu vidéo, enfin voilà. D'accord. Et tu as eu l'occasion d'être interprète pour Yu Suzuki. Entre autres, oui, j'ai eu cette chance-là d'animer et de traduire la dernière masterclass qu'il a donnée à Japan Expo. D'accord. Sur Shenmue et sur l'ensemble de sa carrière. D'accord. Un moment inoubliable. Très bien, merci beaucoup d'être avec nous. En face, nous avons Julien Pirou, bonjour. Bonjour. Alors Julien, tu es déjà venu dans l'émission, mais alors tu es game designer, journaliste, tu es passé par Ubisoft, aujourd'hui Gamecult, No Life aussi, aujourd'hui Gamecult. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Effectivement, j'ai passé 10 ans. En fait, j'étais des deux côtés de l'écran. J'ai travaillé à Ubisoft pendant 10 ans, jusqu'en juin là, cette année. D'accord. Je suis parti maintenant parce que j'avais besoin d'aller faire des nouvelles choses, tout simplement. Après 10 ans, le temps était venu. Et puis sinon, effectivement, sur No Life, dans IG Magazine, j'ai écrit des petites choses à droite à gauche et présenté quelques émissions, dont actuellement Retro Island, qui est sur Gamecult. Très bien, très bonne émission que nous recommandons. À tes côtés, t'as pas vu depuis 2 semaines ? 2 semaines, oui. Karel et son équipe, merci d'être là. Karel, tu voulais absolument nous parler en profondeur de Yu Suzuki, donc c'est pour ça que tu m'as gentiment demandé laisser la place d'animateur. Donc Avec plaisir. Je pense que tu auras beaucoup de choses à nous dire. Tu vas nous parler un petit peu de Shenmue 3 aussi, je crois. Oui, un tout petit peu, ouais. Une petite critique à la fin. En face de toi, nous avons pour la 3e semaine consécutive Guillaume. Bonjour Guillaume. Oui, j'ai mon siège attitré maintenant. Et Ça va ? ouais, ça va, Titulaire. nickel. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous parler du jeu de l'année. Ouais, on parle beaucoup de game designer dans cette émission et Kojima, on va en parler. Donc tu vas nous parler de Death Stranding. Bonjour à tous sur le chat. Bonjour Christine and Quiff. Bonjour Profi Sekai. Bonjour Semforea. Bonjour à tous. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est @hyperlink_RVL et à nous rejoindre sur Discord. Mais comme on a un programme qui est très chargé aujourd'hui, on va commencer tout de suite avec les critiques. Mais c'est de la merde! Alors, les critiques, comme on en parlait, on va commencer tout de suite sans perdre de temps avec toi. Tu vas nous parler donc de Death Stranding. Death Stranding, ouais, et effectivement, ouais, c'est un... Oui, parce que non, mais donc ça fait pour recadrer un petit peu, ça fait 3 ans que Kojima est parti de chez Konami. On a eu l'annonce de Death Stranding à l'E3 2016. C'est un jeu sur lequel on savait pas trop quoi en attendre. Il s'est dévoilé récemment, il est entre nos mains et tu as la lourde tâche du coup de nous en faire la critique. Eh oui, un vrai défi de s'atteler à une critique d'un tel jeu parce que Death Stranding fait partie de ces productions qui ne laissent pas indifférent. Pendant longtemps, au fil des trailers et des brides de gameplay, on s'était posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu qui nous parle d'un monde post-apocalyptique à base de livreurs UPS, de flaques de pétrole, de pluie noire, de fantômes, de bébés, d'acteurs hollywoodiens, de paysages islandais, bref, un beau bordel un peu mystérieux qui était entretenu par Hideo Kojima et ses équipes, et le créateur japonais a réussi non seulement à nous prouver une nouvelle fois sa faculté d'écriture dans le jeu vidéo, mais aussi sa science du game design, et bien ça j'en parlerai juste après. D'accord. Essayons d'abord de schématiser et de mettre des mots sur ce quoi nous raconte ce fameux Death Stranding. Le jeu se déroule dans un futur plus ou moins proche, la quasi-totalité de l'humanité a été décimée par le Death Stranding, donc le nom du jeu. Un phénomène d'origine inconnue matérialisé par des pluies noires accélérant le temps et donc le vieillissement des gens et en fait de toute entité qui évolue dans ce monde-là. Il y a également des apparitions de fantômes reliés au ciel par des cordons ombilicaux qu'on appelle des échoués, des explosions qui sont provoquées par des cadavres humains s'ils ne sont pas incinérés. Bref, tout ça est très très mystérieux dès le départ. Les rares survivants de cette calamité se sont donc réfugiés sous terre en évitant à tout prix d'aller à l'extérieur. Et cela peut paraître très lunaire et sinistre dit comme ça, mais tout paraît cohérent au fil des heures de jeu, d'autant plus que là, Kojima n'y est pas allé de main morte concernant les références bibliques à la mythologie grecque, nordique, au thème
de la naissance, de la vie, de la mort, bref, et d'autres références de théories scientifiques. Bref, Death Stranding, c'est vraiment un jeu d'une densité assez rare. On va parler plus concrètement du jeu. Le jeu prend la forme d'un monde ouvert. Donc on incarne Sam Porter Bridges, qui est interprété par Norman Reedus. Norman Reedus, vous connaissez tous, hein, c'est l'acteur qui joue Daryl dans la série The Walking Dead. Petit aparté d'ailleurs sur le fait qu'il y ait des acteurs très connus et surtout ce principe de performance capture. On touche un point assez remarquable du jeu qui est la performance capture, donc, et elle est clairement là on passe un cap. Vraiment les visages aux animations, les mimiques des acteurs, tout est retranscrit vraiment à la perfection et on rentre jamais dans l'espèce d'Uncanny Valley qu'avaient habituellement les productions Quantic Dream. Alors c'est pas un tacle, hein, c'est juste mon point de vue. Que ce soit Guillermo del Toro qui est donc matérialisé dans le jeu, Troy Baker, Mads Mikkelsen ou encore même Léa Seydoux, hein, que vous avez pu voir dans les trailers. Pour citer les plus connus, tous interprètent leurs personnages de façon assez bluffante. Il y a également Lindsay Wagner qui est une actrice dont Kojima est très fan, qui a été également modélisée sous ses traits jeunes dans le jeu. Et bref, tout ce monde paraît vraiment très cohérent. Donc je vais revenir un petit peu sur le gameplay. On incarne Sam qui est donc ce qu'on appelle un porteur. C'est l'un de ces rares êtres humains à avoir le courage de mettre le nez dehors pour affronter le fléau. Et sa tâche est de livrer des colis entre différents abris. Le but est de créer un réseau de distribution et de communication entre les vivants via un réseau qu'on appelle le réseau chiral. C'est une sorte d'internet du futur ultra sophistiqué et de permettre donc la reconstruction d'une Amérique dévastée. Oui, c'est l'Amérique. On a l'impression de voir des paysages islandais, mais c'est bien les États-Unis d'Amérique. Le twist du début du jeu, d'ailleurs, introduit habilement toute la galerie de personnages dont les interactions vont être nombreuses. Et donc Sam Porter Bridges, on le voit souvent aussi accompagné du fameux bébé qui faisait un peu le côté mystérieux dans les trailers. Lui aussi a sa propre histoire et il est très utile pour notamment détecter les échoués. Alors ouais, Death Stranding flirte parfois volontiers avec le nanar, mais de façon noble on va dire, hein, et le cinéma de genre, mais Kojima a toujours cette science pour créer un tout complexe et cohérent. La principale crainte qu'on avait quant au jeu, c'est qu'on disait bon, Kojima va nous livrer quelque chose de très Kojimesque, mais le gameplay était pas clair. On disait c'est un jeu de livre-roux, voilà. Donc est-ce que c'est le cas finalement? Alors oui, mon cher Alexis, et comme tu as pu le constater par toi-même parce que tu as joué aussi au jeu, en fait oui et non. Death Stranding, c'est un peu un jeu qui déconstruit complètement le genre du jeu à monde ouvert comme on le connaît habituellement depuis les années 2010. Parce que c'est un genre c'est devenu le genre roi actuellement dans le jeu vidéo, tout le monde fait des mondes ouverts. Et d'ailleurs, c'est un jeu qui se rapproche bien plus de la philosophie d'un Breath of the Wild, plus que d'un Assassin's Creed par exemple. C'est assez. Il y a des cas assez similaires dans les deux jeux. Alors ici, il n'est pas question de gravir des montagnes ou des buildings en quelques secondes, hein, parce que ici, le but, c'est chaque pas que l'on va effectuer avec son personnage est une vraie victoire. Dans le sens où il faut compter le relief, les cours d'eau, les obstacles naturels, et il est bon ton parfois aussi de contourner un peu ces obstacles pour ne pas trébucher et perdre donc sa fameuse livraison de colis. Sam, c'est un porteur, il a un peu un physique d'athlète, mais c'est pas non plus un surhomme, hein. Les charges qu'il porte sur son dos ont une incidence sur le gameplay. Plus la charge est élevée, plus Sam aura tendance à tanguer et il faudra effectuer souvent un habile jeu d'équilibre avec les gâchettes R2 et L2 afin d'éviter de chuter. Tout cela, c'est sans compter la pluie qui peut endommager fortement sa marchandise si on y reste trop longtemps. Des échoués qui, lorsqu'ils nous attrapent, nous noient dans une sorte de marée noire un peu poisseuse. Mais d'ailleurs l'effet est très réussi, éviter de se faire engloutir dans les paysages environnants. Mais c'est pas fini, il y a également aussi les mules qui sont des porteurs devenus accros à la livraison. C'est des sortes de super livreurs, mais les mecs sont complètement tarés, ils veulent te choper ton pécule à tout prix. Mais c'est pas fini encore, on a également aussi, il n'est pas forcément question de téléportation dans le jeu, contrairement aux autres jeux à monde ouvert. Ici, il faut parcourir le monde d'un point A à un point B à chaque fois. Tu vas tout le temps être en mouvement, choisir ses itinéraires, ses missions, et donc du coup il faut rentabiliser son temps de parcours. C'est-à-dire que par exemple on va accepter une mission d'un point A à un point B, mais si une mission nous propose d'aller à un autre point, il faut qu'on puisse avoir toute notre marchandise dans le meilleur état et donc un peu optimiser son parcours. On voit aussi au fil du jeu que
plus on va faire de missions, plus le jeu va nous offrir de l'équipement supplémentaire, comme des grenades par exemple qui vont être utiles pour se débarrasser des échoués, ou encore des véhicules qui vont être utiles aussi pour transporter des colis, mais pas forcément à se déplacer. On pense que par exemple on va pouvoir gravir une montagne avec une moto, c'est absolument pas le cas. Ça va nous servir pour les lignes droites, mais si on veut monter des reliefs, c'est beaucoup plus compliqué. Comme dans Breath of the Wild. Comme dans Breath of the Wild, exactement. Et d'ailleurs, je vous conseille vraiment pas de prendre les véhicules pour partir faire du trek, c'est vraiment pas très commandé. Et voilà, on a plusieurs strates de gameplay qui se mettent en route. Et on a également la chambre de Sam, dans lequel il peut interagir avec le bébé, par exemple. Il peut prendre des douches. D'ailleurs, les douches, c'est assez marrant parce que quand il va prendre une douche, en fait, tout le liquide en fait qui va se retrouver aspiré par la douche. En fait, ça va servir pour fabriquer des grenades pour le reste du jeu. Pareil, c'est déjection parce qu'on l'avait vu dans le trailer, c'était super marrant. Tu le voyais en train de pisser un peu partout. Bah là, c'est une composante de gameplay finalement. Kojima recycle vraiment énormément son game design. Bien vu. Et donc, je disais, Kojima, il aime bien, encore une fois, étaler son talent de game designer en multipliant les couches de gameplay, mais sans perdre le joueur. Chaque aspect du jeu est utile, jamais superflu. On en arrive maintenant à ce qui fait maintenant à ce qui fait vraiment le sel et la substance pour moi de Death Stranding, c'est le multijoueur, presque tout l'intérêt du jeu. Partons du postulat que chaque joueur est un livreur. Chaque joueur va donc bénéficier de cette expérience de livreur. Chaque joueur est connecté. Le principe de connexion il régit vraiment toute la philosophie du jeu. C'est-à-dire que c'est pas un multi où on va rencontrer des autres joueurs. C'est un multi asynchrone. En fait, où on sait que des joueurs parcourent le même jeu que nous et font un peu le même travail que nous. Un joueur peut par exemple laisser une échelle, un pont, une corde, et chaque joueur va s'entraider indirectement en fait en laissant par exemple des panneaux pour dire attention là il y a des échoués, attention là il y a un massif qui est un peu compliqué à arpenter, et un peu comme ce qu'on avait dans Dark Souls en fait avec le principe des messages, et donc ça fera augmenter sa réputation de livreur. C'est un peu la Startup Nation version Kojima, et les joueurs peuvent également se créer des tours d'observation. Enfin bref, c'est très 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 dense, c'est très très c'est un gameplay qui a énormément de strates à son actif. Ouais. Donc, je vais pas m'étendre, c'était déjà très très long sur le sujet, mais pourquoi j'ai trouvé Death Stranding extraordinaire ? Parce que c'est un jeu qui a une richesse telle qu'il est très difficile d'en parler en vraiment aussi peu de temps. Je pourrais par exemple dire les nombreuses fois où je me suis retrouvé en expédition, la goutte au fond, en me disant qu'est-ce qui va arriver à ma marchandise, comment je vais faire pour gravir cette montagne. Et vraiment, j'ai très rarement ressenti ce genre de situation et de tension et d'accomplissement. Mine de rien, un peu comme dans un Dark Souls, comme j'en parlais tout à l'heure. Alors ouais, on pourrait pester sur l'interface un peu chargée du jeu, un peu brouillonne, notamment le déchargement de colis, ou encore les boss qui sont vraiment très faibles et pas souvent très inspirés. Mais Death Stranding, j'en retiens surtout une expérience singulière et une proposition assez rare. Donc oui, Death Stranding fera date, et Kojima reste et restera certainement encore un grand game designer. Merci beaucoup, donc on croit comprendre que tu recommandes le jeu. Complètement. Florent, il y a quelques semaines, tu étais en compagnie de Kojima sur la scène de la Paris Games Week pour présenter... tu traduisais ses propos pour nous présenter le dernier trailer de lancement. Est-ce que tu es un joueur des jeux de Kojima, ou est-ce que tu as joué à Death Stranding ? Alors, j'ai la chance d'être traducteur-interprète de Kojima quand il vient en France, donc effectivement je travaille avec lui depuis des années. Et j'ai aussi eu le bonheur d'être impliqué un petit peu dans Death Stranding pendant son développement. D'accord. J'ai notamment servi lors des motion capture en Europe qui ont été tournées à Londres pour Mads Mikkelsen et Léa Seydoux. Donc j'étais l'interprète, en tout cas pour Léa, et entre Léa et Kojima, donc j'ai été spoilé à mort avant de... Non mais c'est très intéressant. Je connaissais malheureusement toutes les cinématiques de fin avant même d'avoir mis le pad dessus, donc, mais je n'ai pas encore joué à Death Stranding malheureusement. Je suis sur Luigi 3, rien à voir. Luigi's Mansion 3, donc, qui est un excellent jeu aussi. Excellent aussi, mais j'ai hâte de le terminer pour passer à Death Stranding enfin. Voilà. D'accord, très bien. Messieurs, est-ce qu'un de vous deux a joué à Death Stranding ? Pas du tout. Je l'attends comme le Messie, mais j'ai juste eu pas le temps de m'en occuper. Je préférais me replonger dans le sujet qui nous réunit cette semaine. Mais j'ai pas mal d'attentes autour de ce jeu, notamment parce que c'est la première fois depuis un moment que Kojima... alors, il y a eu la parenthèse Castlevania, Lords of Shadow, mais c'est la première fois que Kojima se départit vraiment de Metal Gear. Et qu'est-ce qu'il peut faire après ? Est-ce que son génie tient uniquement à la profondeur de
du lore de Metal Gear, ou est-ce que c'est un vrai game designer qui a des choses à proposer? Et j'ai l'impression que ce Death Stranding est la preuve que il a vraiment des choses à proposer au-delà de Metal Gear. Et moi je ne peux pas m'empêcher de penser à Twin Peaks saison 3 en fait, quand je vois les visuels, le côté très organique, pour manier des concepts très abstraits. Donc j'ai hâte de voir un petit peu comment tout ça s'imbrique, d'autant que j'ai l'impression qu'il y a un sous-texte quand même assez chargé politiquement, comme pour Metal Gear. D'ailleurs j'allais te poser la question, toujours, est-ce que ce sous-texte est posé de façon verbeuse avec des très longs dialogues comme ce qu'on avait eu avec le codec par exemple, pas tant ou que est-ce ça, que c'est plus subtil que ça? Pas tant que ça, par contre ça se rapproche plus de la philosophie d'un MGS5, dans le sens où en fait on ne va pas forcément te mettre le scénario directement à ta vision dès le départ, et ce sera plus par petites brides. Par contre en fait tu vas surtout apprendre du jeu en tombant, en te rendant compte qu'il faut pas que tu c'est une philosophie de jeu qui est complètement différente de ce qui se fait actuellement dans le monde ouvert. Okay. Et en ça c'est une proposition très 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 intéressante. C'est pas une voix off qui te parle pendant que tu te balades, quoi. Absolument pas. Julien, tu as pu y jouer? Alors non, puisque à l'heure actuelle, je n'ai aucune des dernières générations de consoles. J'attends la version PC, puisqu'ils ont annoncé une version PC. Tout à fait. Il faut juste que je change mon PC d'ici là, parce qu'il commence à être un peu vieux. Mais c'est un jeu qui m'intrigue beaucoup. Il attend la version Lynx en fait. Dernier point avant de passer à la pause. Je vois sur le chat que Phenom nous dit qu'il y a des moments qui lui ont fait beaucoup penser à MGS5. Ma question que j'aurais, c'est est-ce que on sait que le développement de MGS5, en tout cas la fin, était un petit peu compliqué. C'est un projet inachevé sous beaucoup d'aspects. Est-ce que là, selon toi, Kojima il a réussi à faire l'œuvre qu'il voulait faire avant sans la contrainte qu'il pouvait avoir Alors, c'est une œuvre complète dans le sens où le jeu se termine avec une fin bien définie et il n'y a pas d'ambiguïté vis-à-vis de ce côté-là. Par contre, on sent que en fait, il a peut-être dû se restreindre à la fin dans sa proposition pour sortir le jeu le plus rapidement possible. Je pense que Kojima n'en a pas encore fini avec le jeu vidéo. Je pense qu'il a encore des choses à raconter et Death Stranding ne fait que accroître en fait sa science du game design. Pour moi, c'est vraiment un game designer avant d'être un scénariste, malgré ce qu'on peut penser de lui en fait. Et pourtant, dernier point très rapide quand même, Kojima a annoncé que Kojima Productions produirait aussi des films à l'avenir. C'est dans le documentaire de la BBC qui est sorti après Death Stranding. Et d'ailleurs, dans ce documentaire, il dit également que c'est un jeu qui répond au mur de Trump. Donc il y a aussi une volonté politique de la part de Kojima qui est assumée. Mais il y a un sous-texte hallucinant dans le jeu. Le mec s'appelle Porter et Pont dans son nom de famille. On pourrait en parler des heures, mais malheureusement, ou heureusement, peut-être notre sujet du jour est tout autre. Donc on se fait une petite pause musicale. On s'écoute That Love de Pop-Up et on revient juste après pour notre grand débat. De retour en plateau pour notre grand débat et je vous propose de commencer dès maintenant puisqu'on n'a pas de temps à perdre. C'est parti. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Donc messieurs, Yu Suzuki, on va peut-être commencer par le début. Qui est-il? Comment est-ce qu'il est arrivé aux jeux vidéo? Florent, peut-être c'est un japonais qui a décidé de faire des jeux, mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Alors, a priori, c'était un enfant tout à fait normal qui adorait jouer au Lego, qui était un peu anticonformiste, qui comme il le dit dans les interviews, avait des boîtes de Lego, mais il ne faisait jamais ce qu'il y avait sur la boîte. Il préférait inventer ses propres univers. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur son enfance? Il se prédestinait pas du tout à être programmeur parce qu'il savait pas du tout ce que c'était. Il a dit il n'y a pas très longtemps, moi le boulot que je voulais faire, parce que j'avais compris que le boulot c'était pas rigolo, c'était trouver un travail qui donne le plus de vacances possible. Donc il voulait être prof, après il voulait faire une profession indépendante, enfin comment on appelle ça, auto-entrepreneur, ça n'existait pas, mais bref, en gros, il voulait, où il pouvait être maître de son propre emploi du temps. Et au final, il s'est retrouvé chez Sega parce que Sega proposait 2 jours de vacances, enfin 2 jours, le week-end en gros. Oui. Voilà. Ce qui au Japon était quand même déjà assez rare, de pouvoir disposer de ces week-ends. Donc c'est là qu'il s'est dit, tiens, je vais prendre Sega. Et on verra qu'il a pourtant beaucoup travaillé par la suite. Karel. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas choisi, à l'origine, il voulait pas forcément faire du jeu vidéo. C'est un
un personnage qui est plutôt un parcours diplôme d'ingénieur. Il a fait une carrière musicale à côté. En tout cas, il s'est lancé un peu dedans. Et il avait évidemment plein de passe-temps. T'avais quelque chose à ajouter ? Il me semble il a failli devenir dentiste. D'accord. Une histoire comme ça, ouais. Ok. Tu me l'apprends. Ah, voilà. Mais du coup, oui, c'est quelqu'un qui accorde énormément d'importance au temps de loisir. C'est justement pour ça qu'il va choisir Sega. Mais il était aussi, par exemple, très intéressé à l'idée de travailler chez Fujitsu au début de sa carrière. Et c'est en rencontrant les gens chez Sega et en constatant l'atmosphère, et puis peut-être aussi que l'argument du week-end a dû peser, qu'il se dit en fait, je vais mettre mon savoir-faire technique au service du jeu vidéo. D'accord. Mais c'est pas quelqu'un de passionné par le jeu vidéo à la base. Enfin, en tout cas, il veut pas en faire sa vie comme d'autres créateurs de jeux vidéo qui ont toujours voulu faire justement du jeu vidéo. Très bien, merci pour ce contexte. Julien, il arrive donc chez Sega. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Quelles sont ses premières œuvres ? Sur quoi il travaille ? Quels sont ses premiers succès, ses premiers échecs éventuellement ? Ouais, j'avoue que je connais surtout la carrière de Suzuki à partir du moment où il se met vraiment à faire de l'arcade. D'accord. Avec des jeux comme Hang-On et tout ça. Je crois que son premier jeu c'était un jeu de boxe. Champion Boxing. Champion Boxing, ouais. Qu'il avait fait pour le. La Sega G1000. C'est ça, exactement. Et qui avait été porté ensuite sur arcade, limite tel quel en fait, parce que le jeu était tellement bien fait qu'il n'y avait même pas besoin de le convertir. Mais voilà, moi je sais quelque chose que j'avais lu qui m'avait marqué, c'était le fait que sur Hang-On, comme Hang-On, en deux mots, qu'est-ce que c'est ? Qui est un jeu de moto. C'est un jeu de moto, d'arcade. Et avec la borne qui avait donc la moto, le châssis de moto. Une volonté de simulation, ouais. Voilà, et ce besoin qu'en fait Suzuki, sur ce projet, passait beaucoup de temps à faire de la moto à côté, à revenir, à tester l'appareil, la borne, pour être sûr que les sensations étaient vraiment donc un vrai les mêmes. De réalisme dès le début. Et même avec les graphismes qu'il y avait à l'époque, c'était vraiment son dada, c'était cette reconstitution, un peu presque maniaque finalement de la sensation. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à Shenmue finalement, cette envie d'avoir une expérience qui est authentique autant que possible, et repousser la technologie s'il le faut pour y arriver. Là, on est en 85. Voilà. 85. Ensuite, après Hang-On, on va avoir Space Harrier. Alors c'est aussi la création de ce qu'on a appelé les Taiken Games, c'est ça ? Taiken Games, ouais. Qu'est-ce que c'est Alors, de façon tout à fait littérale, les kanji Taiken, c'est ressentir physiquement. Donc en gros, c'est ça, on en revient en fait à la simulation, au simulateur, pour être comme à l'intérieur en fait. Voilà. Donc c'est ça la volonté de Suzuki, c'est d'arriver à reproduire quelque chose suffisamment proche pour avoir l'impression d'être à l'intérieur. D'accord. Donc c'est des bornes qui te permettent de ressentir physiquement des sensations qui sont normalement inaccessibles. T'auras toute une machinerie mise en place, des chambres à air, également des systèmes hydrauliques pour justement faire ressentir les vibrations. Ça implique aussi de repenser les outils simplement visuels de qu'est-ce qui est montrable à l'image. Là derrière toi par exemple on voit Hang-On, typiquement. Ça revient à penser quelque chose qui n'est pas évident à cette époque-là, c'est la profondeur de champ. Or, à ce moment-là, la 3D n'est pas forcément une évidence dans le jeu vidéo, donc il faut repenser les outils et les technologies. C'est là que va apparaître le moteur Superscaler, qui va en fait permettre de tricher en montrant des sprites, en les déformant et en fait... Ils pensaient leur jeu en 3D avec des modèles et ensuite ils les retranscrivaient en 2D en calculant la position, la parallaxe, etc. pour donner cette illusion de profondeur et cette illusion de vitesse qui donne à Hang-On toutes ces sensations, quoi. Guillaume ? Alors en fait le Superscaler, effectivement c'est une technique en fait qui donne l'impression d'avoir une image 3D alors qu'en fait c'est quasiment que des sprites en 2D, mais c'est pas une technique qui a été inventée par Suzuki, hein. Faut pas non plus, là par exemple on voit Hang-On, mais en fait le jeu la technique du Superscaler elle est apparue chez Yu Suzuki avec Space Harrier, mais il se trouve qu'en fait Namco avait développé avec Pole Position cette technique de Superscaler bien avant. D'accord. Et c'est Yu Suzuki qui a récupéré le principe pour le démocratiser, notamment dans le milieu de l'arcade. Ouais, ce que je voulais préciser, qu'à l'époque il y avait une vraie guerre entre Sega et Namco dans la simulation, qui perdurera jusqu'à Ridge Racer, Daytona USA, Saga Rally, etc. Ça a toujours été les deux gros concurrents. On parle souvent de la concurrence Nintendo-Sega, mais avant les années 90 c'était Namco-Sega. Et ils se battaient à celui qui sera le plus réaliste. Et Yu Suzuki a apporté des armes
très clairement à Sega vis-à-vis de Namco. Un des premiers succès justement de Sega sur Namco, c'est peut-être Outrun, le premier du titre, du nom, qui pour la première fois, je crois en tout cas, alors il est parti en voyage en Europe pour aller visiter un petit peu la Côte d'Azur, pour retranscrire un peu ça, pour faire un jeu qui soit pas un jeu de course, mais un jeu qui retranscrive les sensations de conduite. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui change, puisqu'à l'époque, on voulait tous aller vite et puis avoir la sensation de course. Là, c'était le plaisir de la conduite. Julien, je vois que tu... Non, mais c'est juste on va effectivement... Suzuki, c'est un des premiers, j'ai l'impression en tout cas, designers, en particulier au Japon, qui va vraiment chercher à aller lui-même expérimenter les choses pour pouvoir les ramener au plus proche dans les jeux qu'il va faire. Maintenant, c'est fréquent que les game designers aillent... j'ai travaillé à Ubisoft, c'est quelque chose qui se fait à Ubisoft, par exemple, d'envoyer la core team d'un projet pour Assassin's Creed Origins, les envoyer en Égypte pour qu'ils puissent voir les choses de leur propre yeux. Pour Far Cry en Bolivie. Exactement. Mais dans les années 80, je pense que Suzuki, ça a été l'un des premiers à prendre la mesure en fait du plus que ça apportait à l'authenticité d'une production en fait. Et ça, c'est justement lors de la conférence qu'il a donnée à Japan Expo, c'était une des questions clés qu'on lui avait posées. C'est quoi la touche, la patte Yu Suzuki? Parce que c'est vrai qu'on donne on arrive à trouver des points communs entre toutes les œuvres chez des gens, chez Nintendo, etc. Mais chez Yu Suzuki, c'est quoi? Parce qu'il fait de la voiture, de la moto, etc. On se dit, alors lui, il aime les sports mécaniques. En fait, il répond que non. Ce qui fait la patte des jeux Yu Suzuki, c'est sa volonté d'exceller dans le réalisme, mais surtout cette volonté d'apporter de la crédibilité. C'est-à-dire que les spécialistes par exemple des jets se disent « Ah ouais, le F-14, il est quand même assez réaliste. Le mec, il sait de quoi il parle. » Dans Afterburner. Dans Afterburner, exactement. Ceux qui conduisent un petit peu des motos se disent « Ah ouais, en fait, c'est pas juste un petit jeu de moto. Le mec qui a fait le jeu, il est crédible. Il sait de quoi il parle. » Et il a cette volonté, cette envie de paraître crédible aux yeux de ceux qui sont déjà des spécialistes de leur domaine. Et donc, il va à fond dans chaque domaine pour en extraire l'essence. Et c'est ce qu'il dit, en fait. Le jeu d'arcade, c'est une espèce de lait condensé. C'est une essence d'un domaine qui est hyper complexe. Et donc, il faut absolument se pencher au maximum dans tous ces domaines pour en extraire cette essence. Et c'était ça son travail. C'est ça qui fait la touche des jeux de Suzuki. Karel, on parlait d'Afterburner qui peut-être marque un tournant, en tout cas un pic de la première partie de sa carrière. Parce que c'est un jeu qui a de réelles ambitions internationales. Après ça, qu'est-ce qui se passe? Alors, tournant, tu fais bien de le dire, parce que c'est à ce moment-là qu'ils expérimentent la notion de rotation de sprite, justement. On le voyait tout à l'heure derrière toi, mais le fait vraiment que le personnage, enfin l'avion peut tourner vraiment à 360 degrés. Et outre l'effet de vitesse, il y a cette sensation de vertige inhérente à l'aviation. Alors je sais pas si vous avez piloté des avions autour du plateau, mais c'est assez saisissant, pas encore. Mais après, effectivement, on va avoir la gamme Virtua qui va arriver. Alors, c'est le moment déjà où il va passer producteur, c'est-à-dire qu'avant, il était designer et directeur, et à partir de ce moment-là, on va lui confier vraiment la production sur les jeux. Et donc, on va avoir Virtua Racing qui est la première incursion dans un jeu 100% polygonal, 100% 3D, qui va établir les conventions en partie du jeu de course en 3D, en face à face avec Ridge Racer, comme tu disais tout à l'heure. Namco était en avance avant avec Winning Run qui était un jeu 3D un petit peu, donc lui il arrivait un peu à la rescousse. C'était quelque chose, un challenge pour lui de réussir ce passage à la 3D. Est-ce que c'est quelque chose, la technologie l'ayant toujours plus, je sais que avant de travailler dans le jeu vidéo, lui il était intéressé par la 3D mais pas forcément la 3D dans le jeu vidéo, donc c'est une progression logique selon toi, Guillaume, où il y a vraiment eu un nouveau challenge où on lui a dit chez Sega, écoute, là il faut absolument qu'on rattrape la concurrence? Il y a forcément dans une boîte comme Sega qui était à son summum après Afterburner, dans le milieu de l'arcade, il y a forcément une question de challenge, d'aller toujours plus loin dans le réalisme. Et forcément Yu Suzuki était de ce genre de game designer qui voulait toujours aller plus loin dans l'aspect simulation que le jeu vidéo pouvait offrir. Mais en fait, moi, ce qui m'a toujours frappé chez Yu Suzuki, c'est cette volonté au-delà du jeu vidéo, en fait, et au-delà pour simuler au maximum ces expériences de game design. C'est comme c'est quelqu'un qui vient de l'arcade,
c'est de designer aussi les bornes d'arcade, les façons dont il crée en fait, par exemple quand il crée la moto pour Hang-On, quand il crée la Ferrari avec Outrun, quand il veut toujours en fait se impressionner et en fait et rendre que quand les gens arrivent en salle d'arcade, il veut que les gens ils soient vraiment ils aient pas à se poser la question c'était quel type de jeu ou quoi que ce soit. Ils savent qu'ils vont aller sur une moto, c'est un jeu de moto, ils vont avoir les mêmes sensations et c'est vraiment dans sa philosophie. Et quand on arrive à Virtua Racing, là il se dit il faut passer on a les outils et la technologie pour créer de la vraie 3D et non pas ce principe de super scaling et lui c'est un fan de course et il veut faire de la simulation de course absolument, c'est son truc et du coup et on en arrive à un jeu avec forcément Virtua Racing qui lui était full 3D à l'époque où on faisait encore beaucoup de 2D à l'époque notamment en arcade. Julien, est-ce qu'on peut faire un point là rapidement sur les jeux dont on parle, Sega constructeur, Sega développeur, à quel moment on est sur console, est-ce qu'on est encore complètement sur arcade, à quel moment lui il va passer sur la console? Suzuki est vraiment, je pense, dans un premier, enfin en tout cas jusqu'au, on va dire, au milieu des années 90, en premier lieu un développeur sur arcade et un innovateur de l'arcade. Moi, c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'avais lu un peu sur sa carrière, c'était que au moment, je crois, c'est le développement du Model 2 pour Sega, où il est allé chercher en fait des technologies militaires pour la représentation en 3D. Parce que aujourd'hui ça paraît la 3D dans les jeux, toutes les consoles le font, ça paraît naturel, mais au début des années 90 comment afficher un polygone, comment avoir une vitesse d'affichage suffisante, c'était des vraies questions aussi de développement technologique en parallèle et trouver une technologie comme ça qui venait du militaire, je crois que c'était Lockheed qui fabriquait cette puce pour sûrement de l'affichage de simulateurs super poussés chez eux. Suzuki est allé, a convaincu Sega d'acheter cette technologie et de trouver un moyen de la produire à moindre coût pour pouvoir la mettre dans les bornes d'arcade, pour pouvoir avoir ce degré de réalisme que lui voulait partir du Model 2. Et ça montre quand même une manière de penser qui voilà, ce qu'on disait, le côté l'amour du hardware, l'envie de savoir comment technologiquement les choses fonctionnent. Et en fait c'est ça justement dans la philosophie du Suzuki qui est intéressante, c'est que c'est avant tout un game designer, mais c'est aussi un mec qui aime bien le mettre les mains dans le cambouis, et c'est pour ça qu'il a participé à l'élaboration du hardware, des machines de l'époque. Je prends le Sega Model 1, 2 et 3. Il a aussi travaillé en tant que technicien et ingénieur pour ce type de machine. Ouais. C'est son cœur de compétence, de toute façon. Plus, oui. C'est ce qui permet, je vais me livrer un parallèle un peu osé, mais pour quelqu'un qui viendrait pas du jeu vidéo, ça sera peut-être un peu parlant. C'est une démarche qui ressemble un petit peu à celle de James Cameron, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à concevoir une œuvre, en tout cas qui va toujours concevoir ses œuvres autour d'un enjeu technologique, de ce qui est possible de représenter à l'image avec une machinerie, avec des effets spéciaux, et dans quelle mesure est-ce que non seulement son film va raconter une histoire, en l'occurrence dans quelle mesure son jeu va saisir une essence, mais aussi dans quelle mesure est-ce que je peux faire avancer technologiquement le jeu vidéo, ce qui est possible de montrer, ce qui est possible de traiter avec une machine, comment je peux repousser les limites techniques de ça. Et Yu Suzuki là-dessus est quelqu'un qui va se spécialiser sur des grands chantiers, rien n'est trop gros, et après la pause on verra peut-être que c'est... Et qu'est-ce qui différencie Yu Suzuki de Miyamoto, qu'est-ce qu'il y a la différence entre Sega, Capcom et Nintendo? Est-ce que ça en fait une spécificité, pardon? Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Là on est dans l'arcade c'est une vitrine, donc il faut être le plus performant possible. Nintendo est pas du tout dans ce domaine-là. Certes, dans le domaine des consoles il faut être aussi le plus performant, sauf que on vend des consoles aux enfants, donc en réalité la stratégie des développeurs de jeux consoles ou de consoles va à l'inverse des développeurs de l'arcade. Chez Nintendo, c'est comment est-ce qu'on peut avoir le meilleur truc pour le moins cher possible. Alors qu'en arcade, c'est plutôt ok, on investit et il faut avoir le truc le plus bluffant possible. Oui. Donc c'est vraiment deux types de philosophies différentes. Et Miyamoto, effectivement, lui, il est game designer, donc en termes de game design, c'est deux choses différentes. Ils ont, je pense, pas du tout la même philosophie. Miyamoto, lui, c'est le fun avant tout. Peu importe que ce soit réaliste ou pas. Quant à Suzuki, lui, au contraire, il veut proposer aux gens des choses qui soient impossibles à faire dans la vraie vie, pour le commun des mortels, mais quitte à le faire autant que ce soit réaliste.
Très bien. Et d'ailleurs, juste pour Julien. rebondir là-dessus, dans une interview que Suzuki avait donnée il y a quelques années, il avait dit, quelqu'un lui avait posé la question à quel jeu vous jouez. Il avait dit en fait, moi je joue pas aux jeux vidéo. J'aime les faire, mais je n'y joue pas. Et je pense que pour le coup, Miyamoto, lui, il aime jouer, il aime tester, affiner pour que le truc, comme tu disais, soit le plus fun possible. Suzuki, lui, c'est le challenge technologique de créer quelque chose de nouveau qui l'intéresse. Mais derrière ça, c'est pas forcément un gamer comme on pourrait le penser, quoi. Très bien, écoutez, on va faire une petite pause et dans notre deuxième partie, on parlera d'un projet colossal qu'il a mené à bien ou pas. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on s'écoute, Karel ? On va s'écouter Magical Sound Shower sur la bande-son de Outrun 2. À tout à l'heure. De retour en plateau pour continuer notre grand débat sur Yu Suzuki. Avant cela, j'aimerais remercier Pinch, Beckmind, Benchiro69, Vain Kakao, Shaolan Lee et Chef George pour leur follow sur Twitch. N'hésitez pas à faire de même, ça nous aide beaucoup. Messieurs, donc, revenons à nos moutons. On est là dans les années 90. Capcom a sorti Street Fighter 2. Chez Sega, on se dit, tiens, il faudrait faire quelque chose et on a Florent, Virtua Fighter. Qu'est-ce que... Virtua Fighter, ce qui est drôle en fait, c'est que le déclic vient. Bon, évidemment, le jeu de combat est un carton incroyable dans les salles d'arcade japonaises. C'est le deuxième vrai boom du jeu vidéo après Space Invaders, donc ça faisait longtemps quand même. Et en fait, tout le monde entre dans cette danse. Il y a SNK qui se lance dedans, enfin bref. Et Sega se dit, on va se lancer aussi dedans. Et c'est à ce moment-là que le succès de Virtua Racing aidant, Yu Suzuki a une idée quand il voit. Quand on fait rentrer votre F1 dans les cockpits, enfin les pits, comme on appelle ça, les stands de ravitaillement, il y a des tas de petits personnages en polygone qui s'affairent à changer les roues, etc. Et c'est à ce moment-là qu'ils se disent, ce serait marrant ces personnages de les faire se battre entre eux. Et ça va être le départ, de Virtua Fighter. Voilà, ça va être amélioré bien sûr parce que quand vous regardez les polygones de Virtua Racing, ils sont vraiment très rudimentaires, mais c'est malgré tout, là on peut les voir à l'écran juste derrière, quoique c'est la version Mega Drive, ça je suppose. Mais bref, c'est le point de départ de tout ça. Et il est un peu à l'étroit au bout d'un moment avec tous ces Virtua, donc on est un peu passé là-dessus, mais il y a eu Virtua Coop, Virtua Striker. Qui n'a pas forcément des. Non, ils n'ont pas. Mais disons que c'était une ligne éditoriale chez Sega à partir du moment où Polygon égale Virtua, c'était leur collection, quoi. Et lui, il se sentait un petit peu à l'étroit. Yu Suzuki voulait un projet. D'envergure, Julien, une sorte de RPG, parce que la PlayStation avait ses RPG, la Nintendo, la Super Nintendo avait ses RPG, mais chez Sega, il n'y avait pas de grand RPG. Donc il y avait Phantasy Star quand même, mais c'est vrai que lui, en tout cas, en tant que créateur, le fait de bosser en arcade, il le dit lui-même en interview, le fait de faire des jeux qui sont censés être des parties de 3 minutes maximum, 3 minutes par crédit, il commençait vraiment à se sentir très limité là-dedans. Il avait envie de pouvoir faire un projet beaucoup plus ambitieux avec une vraie histoire, avec des thématiques plus profondes et du coup tout ça s'est un peu cristallisé pendant le développement de Virtua Fighter 2 où il a fait ce voyage en Chine qui encore un voyage de repérage comme il aimait les faire. Et du coup, sur les traces d'un maître en arts martiaux qui s'appelait, je crois, Li Shuwen, et voilà, probnonciation probablement hasardeuse, vous me pardonnerez. C'est tout pardonné. Et du coup, en fait, il est vraiment tombé amoureux du pays, des paysages, de la philosophie, des gens, et il a eu envie de mettre tout ça en scène dans un jeu. Et pour ça, il fallait que ça soit un peu plus de durée de vie que 3 minutes par crédit. Évidemment. Donc, d'où cette idée finalement au départ de décliner Virtua Fighter en RPG pour console de salon. Ouais, à l'époque pour la Saturn. Ils avaient remarqué qu'il y avait un personnage qui sortait du lot de la même façon qu'à Ken dans Street 2 et Ryu, pardon. C'est plutôt Ryu. Virtua Fighter avait aussi son personnage phare qui était Akira et il voulait donc en faire le héros expliquer son histoire, comment Akira est devenu un maître des arts martiaux, etc. Et donc il voulait en faire un spin-off qui s'appelait Virtua Fighter RPG. Donc le nom est lâché, on parle évidemment de ce qui deviendra Shenmue. Comment est-ce qu'on est passé du coup de ce projet de spin-off sur le personnage d'Akira à Shenmue? En fait, il faut se dire que au tout début, Suzuki effectivement veut repousser la limite
de 3 minutes par partie. Du coup, il se penche vers un genre qu'il a un petit peu tâté, qui est celui du RPG. On sort des années Ultima, Dragon Quest, tout ça. Et il identifie un peu les limites de ce type de jeu, c'est-à-dire qu'on continue à marcher si on se cogne contre un mur, on peut parler aux personnages que si on est face à eux. Et il va essayer de penser une expérience où l'environnement est intégralement en 3D, où tous les personnages vont être doublés, où on pourra interagir avec absolument tout. Je te coupe juste une seconde parce que sur le chat, ta veste fait réagir. Non, bien sûr. Et alors, Phenom nous dit qu'elle est plus proche de Tom Cruise dans Top Gun que Rio dans Shen. J'ai pas le petit blason, je suis désolé. Tu continues ton développement. D'aviateur de toute façon. Oui, bien sûr. Tu sors du F14, tu t'es garé, là je t'ai vu avec ton F14 à côté. Vous avez pas vu des voitures noires sur le chemin? Non, c'est pour un copain. On a vu des marins par contre. Des marins, très bien. Reprends ton. Et donc en fait il va penser son histoire autour de 4 thèmes qui sont donc d'abord la tristesse, le voyage, le combat et repartir de zéro. En fait. Et autour de ces 4 thèmes, il va composer une symphonie, en tout cas une suite orchestrale qui va faire écouter à des scénaristes qui viennent du milieu du théâtre, de la littérature, du cinéma, et qui viennent pas du jeu vidéo en fait. Et il va organiser des réunions avec toutes ces personnes-là et de cette synthèse, disons, de ce qu'il appelle le borderless development, c'est-à-dire un développement vraiment transversal, il va accoucher de 11 chapitres qui vont être donc les 11 chapitres d'une histoire qui va être évidemment très très grosse à raconter, et c'est pour cela qu'il va trouver un dénominateur commun qui va être l'effet de monde, ce qu'il appelle le world feel dans sa conférence à la GDC en 2014, et le drame. Et donc à partir de ce moment-là, on a les 2 piliers qui sont ceux de Shenmue, auxquels on ajoute les contrôles de Virtua Fighter pour les phases de combat, étant donné que c'est un récit d'apprentissage. Tu parlais de drame, Guillaume, je me tourne vers toi. Drame chez Sega, la Saturn va mal. Alors effectivement, ça arrive dans une période assez particulière dans l'histoire de Sega, dans le sens où la PlayStation est sortie, la PlayStation a tout raflé et donc du coup Sega perd de plus en plus à chaque année des parts de marché dans le marché des consoles et a besoin de gros projets pour asseoir avoir plus de jeux dans son catalogue et notamment face à la PlayStation. Il se trouve que Yu Suzuki, on est alors je ne sais plus en quelle année on est avant Shenmue, mais on doit être aux alentours de 97. Virtua Fighter RPG c'est 95-96. Ouais, 95-96 et en fait Yu Suzuki lui il est encore dans l'arcade, c'est-à-dire qu'il finissait en fait tous ces jeux qu'il avait en fait c'était quasiment que des jeux, des projets sur arcade, et il avait pas encore eu de projet d'envergure sur console de salon. Et alors il avait déjà commencé le développement de Virtua Fighter RPG sur Saturn. Il se trouve que on apprend au fil du temps qu'en fait la console n'est pas assez puissante et n'est pas assez capable pour pouvoir afficher toujours des ambitions de réalisme. C'est ça. Lui, ce qu'il voulait, Suzuki, ce qu'il voulait, c'était des dialogues. Il voulait des angles de caméra. Il voulait en fait toute une mise en scène et technique que ne pouvait pas proposer la Saturn, et c'est pour ça que le projet a été naturellement porté vers la Dreamcast qui venait devant toi toujours de sortir. Les Dreamcast en plateau. Voilà, c'est ça, la fameuse. Et donc, du coup, on arrive et c'est une période assez particulière dans l'histoire de Sega parce que Sega a envie de proposer ce genre d'expérience, mais n'a pas forcément les reins solides côté financement. Et on va apprendre plus tard que Shenmue est un des projets dans l'histoire du jeu vidéo qui aura coûté le plus cher. On y reviendra, oui. Voilà. Florent, donc Shenmue finalement sur une nouvelle console, sur la Dreamcast, le jeu qui devient officiellement Shenmue. Qu'est-ce que c'est que cette expérience finalement quand ça sort? C'est du jamais vu, c'est révolutionnaire? C'est un entre-deux un peu bâtard. C'est quand même assez révolutionnaire. C'est un simulateur de vie. Il faut savoir que les gens à l'intérieur du jeu ont une vie. En fonction des heures à laquelle vous arrivez dans la rue, ils font pas la même chose. Ils sont là ou pas là. Il faut revenir à telle ou telle heure. On peut les suivre. On peut les suivre. Ils font des trucs et on peut jouer les stalkers. Enfin, c'est un simulateur de vie. Le Tamagotchi est passé par là, mais malgré tout, c'est quand même un très joli Tamagotchi. Et ce qui est assez étonnant en fait avec ce jeu, c'est qu'il dénote quand même pas mal avec toutes les expériences faites par Yu Suzuki, et souvent on lui a demandé mais comment ça se fait que vous passiez d'expérience de 3 minutes à un truc complètement immense? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une grosse cassure? Et il répond non, en réalité c'est un petit peu le condensé de tout ce que j'ai fait tout au long de ma carrière.
Et c'est quand même assez étonnant de se poser la question pourquoi Shenmue a autant marqué à cette époque. C'est parce que Shenmue a brisé pas mal de tabous à l'époque. À l'époque, les jeux sur console, on est sur Dreamcast, on commence déjà à être dans les consoles très modernes. C'était un tabou, on va dire, de mélanger plein de styles de jeux différents à l'intérieur. Tous les jeux qui avaient tenté cette expérience de mettre des tas de petits mini-jeux, d'avoir une grosse aventure et puis de perdre les joueurs dans d'autres choses, chaque fois c'était des navets. C'est-à-dire que rien n'allait au bout des choses. L'expérience c'était à chaque fois totalement inabouti. Quand on fait tout, on fait rien de bien en fait. Or, ce qui a fait la différence avec Shenmue, et c'est ce que lui-même dit, c'est qu'il avait tellement bossé tous les sujets dont parlait Julien tout à l'heure, c'est d'être soi-même expérienceur des jeux qu'on propose, qu'en réalité il s'est contenté de reprendre tout son savoir-faire et de tout mettre dans un jeu. Donc le combat avec Virtua Fighter, la conduite Fenwick, et on verra pas forcément le lien avec Virtua Racing, mais il y a plein de mini-jeux, de choses en fait qui sont finalement pour l'époque, aujourd'hui ça a un peu mal vieilli certainement, mais pour l'époque étaient malgré tout suffisamment profonds pour se dire ah ouais, ce jeu on peut tout faire. Julien. L'autre révolution, c'est souvent on dit Shenmue est listé parmi, on va dire, les précurseurs de l'open world, même si le jeu est pas très vaste en réalité. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a ce monde dans lequel on peut évoluer, et toutes ces activités annexes, tous ces mini-jeux ou ces gameplays différents sont intégrés dans ce monde qui sert de lien en fait. Et c'est ça que les jeux auparavant faisaient des successions en fait de gameplay, mélanger un peu les torchons et les serviettes comme ça, mais vu qu'il n'y avait pas ce lien un peu global dans lequel on pouvait évoluer librement, tout ça, du coup ça paraissait complètement déconnecté, et Shenmue arrive finalement à me donner cet environnement dans lequel on peut intégrer un peu tout ce qui fait plaisir à Suzuki, mais en gardant une cohérence globale, et ça c'était un tour de force pour l'époque. Karel. Guillaume, Florent. J'avais une question, c'est par rapport à ce que tu disais dans ta vidéo sur Retro Island. Tu laissais entendre entre autres que le free, donc le full responsive eyes environment, c'est ça? Entertainment, pardon. Et dépassait peut-être le cadre du jeu vidéo, et que c'était peut-être une tentative de Yu Suzuki aussi de proposer autre chose que du jeu vidéo, dont le jeu vidéo serait un ingrédient parmi d'autres. Il y a une volonté, je pense, pour lui d'élever le médium, de sortir du côté les petits jeux électroniques, entre guillemets, je dis ça en caricaturant, mais le côté c'est juste du jeu d'arcade, mais de dire non, là ça va être une expérience, ça va être une histoire, ça va être un monde à vivre, c'est pas juste un jeu. Ce que je vous propose là en fait, donc il y a un côté un peu pompeux évidemment, mais ça fait partie, il vient de l'arcade, donc faut en mettre dans, faut impacter les gens avec des termes comme ça un peu choc. Oui, puis il a les épaules assez larges à ce moment-là pour le faire, quoi. Et du coup je pense qu'il y a vraiment du point de vue de Suzuki une envie de trouver le futur du divertissement électronique, qui n'est plus juste du jeu vidéo, en tout cas tel qu'on le conçoit à ce moment-là. Florent, tu souhaitais réagir? Ouais. Puis ce qui est quand même assez intéressant avec Shenmue, c'est un jeu qui est aussi assez méta, dans le sens où c'est quand même un des premiers jeux où on se rend dans une salle d'arcade, on peut jouer aux autres jeux de Suzuki en version émulée parfaite. C'est quand même assez dingue. À cette époque, ça fait partie de ces petites features, ces petits trucs bonus en fait qui ont carrément séduit les joueurs en se disant mais c'est quand même dingue. On a 4 jeux pour le prix d'un. Finalement, et aujourd'hui c'est assez courant peut-être d'insérer des easter eggs de ce type, mais à l'époque c'était novateur. Un exemple qui vient à l'esprit, quatrième mur finalement. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit juste parce que j'y pense, c'était Day of the Tentacle, pour ceux qui ont joué à ce point and click, où on peut jouer, il y a un ordinateur dans une des chambres et on peut jouer au premier Maniac Mansion qui est intégralement dans le jeu, et on peut le faire en entier dans le jeu. Donc ça fait partie de ces tentatives qui effectivement savent, les mecs savent parler aux joueurs, ils savent ça va leur faire plaisir. Mais ça justement c'est pas gratuit, une fois encore, c'est pas juste là pour faire plaisir, c'est aussi que dans Shenmue 1 il va y avoir un moment dans l'histoire où il va falloir conduire une moto, j'en dis pas plus, et si on a accepté de perdre du temps à jouer aux bornes d'arcade,
on se rend compte que le contrôle de la moto à ce moment précis du jeu sera celui de Hang-On en fait. Mais ça marche dans la vraie vie. Et donc non, je crois pas. mais il y a vraiment une volonté de dire que les petites choses font les grandes, que les petites histoires font les grandes aussi, et qu'il n'y a pas de petites histoires à raconter. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver typiquement chez Yuji Horii sur Dragon Quest par exemple, entre autres. Et c'est ce qui fait aussi la singularité de Shenmue à ce moment-là. C'est tout l'intérêt qui est porté aux petites gens, aux personnes, que chaque personne qu'on va pouvoir rencontrer sera l'occasion d'apprendre quelque chose. Tu parles de Dragon Quest, Shenmue devait sortir en 99, il a été repoussé, puis sa date de sortie a été modifiée aussi pour éviter la confrontation avec Dragon Quest 7. Guillaume, tu as la parole pour les mauvaises nouvelles. Le jeu aurait coûté à peu près une 50aine de millions. En fait, ce serait plus aux alentours en fait, on n'a pas de chiffre précis, mais ça se chiffrerait aux alentours de 45 à 70 millions de dollars de l'époque. Ce qui est énorme. Ce qui est en fait tout simplement à l'époque le jeu le plus cher de l'histoire du jeu vidéo en fait. Et forcément du coup, le jeu n'a pas forcément eu le succès escompté, dans le sens où à l'époque, notamment au Japon, en fait, la PS2 venait de sortir. Donc, tous les joueurs japonais étaient rivés vers la console de Sony, et forcément, la Dreamcast, même si elle avait bien marché à son lancement, on va pas non plus se mentir, aux États-Unis ça a été un succès et au Japon également. Malgré tout, la console de Sega a complètement été effacée face à la PlayStation 2 qui montrait les muscles dès le départ, et ou pas. Ça c'est une autre histoire. C'est le DVD qui a. C'est surtout le DVD, ouais, justement. Mais et du coup, en fait, Shenmue est arrivé un peu en fin de vie de la console, et forcément la proposition était non seulement la proposition était particulière, le marché était compliqué, et ce qui fait que, et en plus le jeu a coûté extrêmement cher, ce qui fait que Sega a commencé à se poser des questions sur le projet Shenmue, et on verra que justement il y a eu un Shenmue 2 et 18 mois plus tard, et c'était encore 18 mois plus tard, pire en termes de vente. Qui était encore, en termes de vente, c'était, les fans de la première heure étaient là, mais effectivement il n'a pas eu encore moins le succès encore moins le succès du premier, et donc du coup on a tendance à dire que Shenmue a plus ou moins creusé le cercueil de la Dreamcast et de Sega par extension. En tant que constructeur, c'est vrai, mais c'est pas totalement vrai non plus. Il y a énormément de facteurs qui font que Sega a ensuite abandonné sa casquette de constructeur pour ne devenir qu'un éditeur. Les conflits entre les États-Unis et le Japon. Voilà, mais effectivement, la légende veut que Shenmue soit ce genre de projet qui est fortement impacté Sega à l'époque. Ouais. Julien, tu penses qu'effectivement que Shenmue, jeu trop gros, trop coûteux, trop ambitieux, qui a du coup tué Sega? Je pense que c'est un jeu qui est quelque part représentatif de Suzuki, dans le sens où il l'a conçu comme un challenge à lui-même, à ce qu'il était possible de faire, à ce que la technologie permettait, à ce qu'était le jeu vidéo. Voilà, quelque chose qu'on m'a raconté, alors c'est quelque chose que je tiens d'Alex Pilote, donc je pense qu'il connaît son affaire là-dessus, c'est que au sein de l'équipe de développement de Shenmue, il y a eu pas mal de ressentiments en fait vis-à-vis de Yu Suzuki. Parce que notamment lorsqu'il y a eu le passage en fait de Virtua Fighter RPG à Shenmue, beaucoup de gens dans l'équipe de développement se disaient pourquoi on fait ça, Virtua Fighter RPG ça se serait mieux vendu, c'est une meilleure proposition, Suzuki nous fait un caprice, donc voilà, il y a eu, je pense, en interne le sentiment que le projet quelque part avait échappé au contrôle. C'était devenu une espèce de lubie, un rêve un peu inatteignable, c'est un peu poétique quelque part par rapport à Shenmue, mais que voilà, du coup c'était devenu un truc trop pharaonique par rapport à ce qu'il aurait été plus malin de faire. Donc oui, peut-être que Shenmue aurait gagné à être un jeu plus petit, mais si ça avait été le cas, on n'en parlerait peut-être pas encore en 2019. Parce que s'il s'est pas très bien vendu, le succès critique était là. Alors, oui, c'est pas très bien vendu par rapport à ce qu'il avait coûté, mais mine de rien, il s'est quand même vendu plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, ce qui n'est pas non plus ridicule. Bon, c'est sûr que pour rentabiliser, il aurait fallu en vendre 4 ou 5 millions, certainement. Donc on est loin du compte, certes, mais malgré tout, des jeux qui se sont vendus comme Shenmue, il n'y en a finalement peut-être pas tant que ça. Après, c'est vrai que je pense que Sega était beaucoup trop ambitieux, ils en ont fait beaucoup trop. On parlait de Shenmue comme du jeu le plus cher de l'histoire, en tout cas pour cette époque. Peut-être qu'il a été battu depuis, c'est probable. Les Naughty Dog, je pense qu'ils coûtent beaucoup plus cher maintenant.
c'est GTA 4 qui l'a dépassé. Ouais, et voilà, donc les jeux de Rockstar sont sur une autre dimension. ouais. Mais moi, j'ai vu passer des AAA qui sont à 150 millions de budget. C'est considéré comme la norme aujourd'hui. Mais c'est vrai que on en parle comme du jeu le plus coûteux de l'histoire. Et moi, j'ai souvenir qu'en l'an 2000, après l'annonce de la fin de la Dreamcast, à Akihabara, on trouvait des bacs entiers de jeux Shenmue à 20 yens, le jeu le moins cher vendu sur Dreamcast. 20 yens, ça fait 12 centimes d'euros, quoi. Et on en trouvait des dizaines et des dizaines. Et aujourd'hui, c'est mort, hein, on n'en trouve plus. Tout le monde a acheté son Shenmue à 20 yens et maintenant on le revend avec 3 euros. Le mien, je l'ai acheté beaucoup plus cher. Voilà. mais clairement, ouais, c'est quand même triste de se dire que Sega a tout misé dessus, mine de rien, je pense. Et cet échec leur a coûté très cher. Il y a, comme le disaient mes comparses autour, je pense qu'il n'y avait pas que ça. On ne peut pas expliquer l'échec d'une console un jeu. Bien sûr. Mais effectivement, ça a fait mal, quoi. Karel, un dernier point. En 2003, Yu Suzuki quitte Sega. Alors, est-ce que c'est une transition réussie à la Mikami, à la Kojima? Tout le monde ne peut pas claquer la porte de Capcom et fonder Platinum Games. Donc, en l'occurrence, pour Yu Suzuki, c'est un peu plus compliqué. Le destin de la franchise Shenmue est ce qu'il est. On a un jeu sur mobile, on a une tentative de jeu online qui est quand même relativement confidentielle. Qui n'est jamais sorti, en fait. Qui n'est jamais sorti, oui. Qui était pour le marché sud-asiatique, mais qui a disparu un jour dans les limbes. Et puis ça post-Shenmue, Yu Suzuki, on s'en souvient surtout, il est producteur sur Outrun 2 du coup encore, mais on s'en souvient surtout pour Beach Bikers qui est dans l'ombre de Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, et pourtant c'est un jeu qui a une vraie proposition sur le plan du volleyball. D'accord. Voilà. Donc jusqu'à, tu vas nous en parler tout à l'heure, traversée du désert, quoi. Le 3 2015 où Yu Suzuki revient, mais ça c'est pour notre troisième partie du débat. Tout de suite on s'écoute PNL, Shenmue, et on revient juste après. De retour en plateau pour notre grand débat sur Yu Suzuki, et je vous propose de ne pas perdre de temps. Karel, tu vas nous parler de Shenmue 3, tu as pu y jouer. Mais c'est de la merde. Donc, la pause musicale de PNL nous disait si bien, je n'attends rien des hommes à part Shenmue. Alors, Karel. Alors, je vais faire un petit rappel tout d'abord. Shenmue 3, pourquoi Shenmue 3 ? Combien de temps est-ce qu'on l'a attendu ? On l'a attendu 18 ans. Après une masterclass consacrée à Shenmue à la GDC 2014, Yu Suzuki a teasé sa présence à l'E3 2015 sur les réseaux sociaux. Il poste des chariots élévateurs sur Twitter, tout le monde s'enflamme, tout le monde a envie d'y croire, et Sony donne raison aux fans avec une conférence absolument maboule où on a The Last Guardian, FF7 Remake et Shenmue 3, du coup financé via Kickstarter. Donc on pourra revenir sur peut-être les conditions en partie évidemment, mais sur le moment il est annoncé via Kickstarter. Donc ils réunissent 2 millions en 8 heures et finalement 6,3 millions au bout d'un mois, ce qui en fait le jeu le plus financé sur Kickstarter. Alors le jeu est produit aussi par Shibuya Prod et a été depuis soutenu entre autres par Sony et l'éditeur Deep Silver. Et donc après quelques reports, ce jeu sort chez nous la semaine prochaine, le 19 novembre. Cela étant dit, on passe à l'histoire. Donc je vais résumer un petit peu. On va suivre Ryo Azuki, dont le père Iwao a été tué par un personnage qui s'appelle Landy, qui apparemment est le chef d'une triade chinoise et qui embarque un miroir, une petite relique familiale comme ça, et Ryo va partir pour venger son père et découvrir justement ce qu'il en est de ce miroir, et qu'apparemment il y en aurait un deuxième, et que les deux ensemble ça fait des chocs à pic. Et justement c'est sur ces chocs à pic qu'on s'était laissé à la fin de Shenmue 2, sur un cliffhanger absolument insoutenable, avec Ryo qui arrive en Chine, qui rencontre Shenhua, une fille qu'il ne voit que dans ses rêves dans le premier, donc on va partir au village de Bailu pour retrouver le père de Shenhua qui est un tailleur de pierre et qui taille justement les fameux miroirs en question, voire peut-être retrouver Landy avant qu'il ne mette ses terribles plans à exécution. Donc Shenmue 3 c'est la suite d'un jeu sorti il y a 18 ans. Est-ce que c'est l'occasion de rattraper le temps perdu ? Alors, si on définit l'expérience de Shenmue sur deux axes, c'est l'exploration et les combats. Donc, concernant l'exploration, la proposition initiale est préservée, il n'y a pas de problème là-dessus. On a quelques évolutions cependant. Donc, on interroge toujours les passants, parfois plusieurs fois. On note des informations dans son carnet. Carnet qui était un peu agrémenté de marque-pages pour fluidifier aussi la progression. On peut désormais retrouver la carte qui va évoluer au fil du temps. Les numéros de téléphone aussi des personnages des jeux précédents pour qu'on puisse prendre des nouvelles d'eux
queue ou d'aile. Et on profite enfin des vertus du stick droit pour se balader. Donc on peut tourner la tête et changer de direction en même temps. Donc c'est quand même beaucoup plus appréciable comparé à l'affreuse manette Dreamcast qui est peut-être la pire ennemie de Shenmue 1 et 2. À ceci près que l'intro est un peu plus progressive cette fois-ci parce que Ryo arrive donc en Chine, il est japonais, il vient d'un milieu urbain et donc il n'est pas forcément accueilli par les villageois en bien parce qu'il y a aussi les gens de Landi qui sont arrivés un petit peu avant lui aussi, donc il y a une petite tension et il va falloir montrer patte blanche avant de pouvoir commencer à tirer les vers du nez des villageois. Donc là-dessus on va pouvoir découvrir toutes les activités, on va pouvoir couper du bois pour le marchand, s'entraîner avec le maître de Tai Chi, rejoindre les croupiers au bord de la rivière pour faire des petits jeux. Tout est là, donc on découvre très vite beaucoup d'activités à faire, donc c'est l'essence même de ce qu'est Shenmue. On a un petit réticule rouge qui permet aussi d'indiquer les éléments du décor avec lesquels on peut interagir, ça guide un peu plus la progression, là où auparavant on regardait un petit peu plus librement, là on voit exactement ce avec quoi il faut interagir. Maintenant pour les combats, on est toujours sur quelque chose avec des arènes en 3D, approche tactique, observation, on va esquiver, etc. Mais les touches ont été repensées. On a un mode qui s'appelle le mode auto, qui est le mode activé par défaut. On a 2 touches points et 2 touches pied, avec la gâchette gauche pour la garde et la croix directionnelle qui sert à activer des objets. Du coup, donc on n'a plus du tout les commandes classiques à base de multiples inputs comme dans Virtua Fighter, mais on peut les réactiver quand même avec le mode manuel qui reproduit plus ou moins le feeling de l'époque. On peut quand même, si on est débutant, assigner un coup spécial à une gâchette qui servira de raccourci. Comme ça, on peut ouvrir la garde de l'adversaire avec 2 petits coups et saisir un gros coup derrière. Donc ça permet de faciliter la progression aussi, c'est un petit compromis. Mais voilà, c'est plus accessible pour les non-initiés. Plus accessible, mais la formule n'a quand même pas non plus évolué énormément. Tant mieux pour les fans. Est-ce que le jeu se reposerait pas trop sur ses acquis quand même ? Oui et non, parce qu'il y a quand même un nouvel élément qui va pimenter la recette et peut-être un petit peu la court-circuiter aussi. On est face à une vraie bonne mauvaise idée, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, Shenmue, on l'a dit, c'était un RPG avec une progression, mais qu'on ressentait. On n'était pas en mesure de la quantifier, c'est-à-dire on n'avait pas des statistiques et des choses comme ça. Là, on a un menu assez développé avec une jauge d'endurance qui est affichée en permanence et qui va décroître toute la journée, c'est-à-dire qu'il faut qu'on mange régulièrement pour la faire remonter. Et si plus elle sera pleine, plus on tirera d'expérience des exercices. Et cette fois-ci, les exercices, ce sont des jauges d'expérience qui se remplissent avec donc coup de poing niveau 2, niveau 3, niveau 4, etc. avec une jauge globale de kung-fu qui augmente. Du coup, ça explicite les mécaniques de gameplay qui n'étaient pas forcément montrées jusque-là, et on perd un petit peu cette puissance de suggestion qu'il y avait dans les 2 premiers, mais une fois encore c'est réaliste et logique, mais à trop vouloir en montrer, peut-être que Shenmue 3 court-circuite un petit peu son intention initiale. Le menu est très fourni aussi, en dehors des petits boulots on va pouvoir ramasser des plantes qu'on va pouvoir vendre, on va pouvoir crafter des remèdes, et même si on récupère par exemple un set complet de figurines dans les machines, revendre le set complet à un magasin contre un objet qui n'est pas en vitrine mais qui sera du coup un coup caché ou des choses comme ça. Donc il y a quand même une volonté de prolonger l'expérience, mais du coup on passe beaucoup plus de temps dans les menus. Et Shenmue, c'est pas forcément un jeu à menu. Donc chacun se fera un peu son avis là-dessus, mais plus de jeux pour peut-être un peu moins d'expérience. Donc c'est pas simplement Shenmue un ensemble de choix de design qui sont cohérents, c'est aussi une expérience sensorielle pendant le développement du jeu. Beaucoup de gens ont ricané un peu sur le style visuel. Est-ce que le produit final leur donne tort ? Disons que, commençons par dire que Shenmue 3 c'est totalement fidèle à la vision initiale, au moins dans la pré-production, vu que toute la saga Shenmue, les 11 chapitres, avaient été abordés dans un même effort, dans un seul grand effort de pré-production. Donc tous les concept art ont été gardés, les maps sont les mêmes que celles qui auraient pu sortir sur Dreamcast. Donc on a plein de textures non compressées qui sont réutilisables. Donc là-dessus on a quand même pas mal le plan de travail était déjà bien défini. Les paysages sont plutôt réussis, on a des couleurs assez chatoyantes, des effets de lumière plutôt beaux. Bon, l'Unreal Engine 4, on va pas le réinventer, mais en tout cas ça flatte un peu la rétine, c'est assez agréable. On reconnaît un peu le découpage en petites zones du jeu, de ce qui aurait pu être le jeu Dreamcast, c'est-à-dire que les musiques changent en fonction si on traverse un pont, etc. Mais il n'y a pas les temps de chargement cette fois-ci.
En revanche, on peut pas en dire autant des personnages. Il y a beaucoup de personnages pour lesquels on est sur une sorte de vallée dérangeante. C'est-à-dire qu'il leur manque une espèce de petite lueur dans le regard. La différence de Death Stranding. Voilà. Donc le regard est parfois éteint, les expressions des visages sont un petit peu dérangeantes du coup, parce qu'on quitte une démarche qui était à l'origine celle de polygones complexes mais avec des textures, avec des pixel art très détaillés, qui avait fait les beaux jours de jeux comme Vagrant Story par exemple sur PS5, qui était beaucoup plus joli que FF7 mais qui avait moins de polygones, mais parce qu'on travaillait la texture. Et ce souci de la texture là on le retrouve pas forcément sur les visages de Shenmue 3, parce que ça se pense en 3D et du coup c'est anachronique et du coup ça marche pas forcément. Il y a le redesign de Shenmue, petit coup de gueule, je comprends pas. C'est-à-dire que le jeu se déroule quelques minutes après la fin du 2 et Shenmue a pris une tête en taille, elle n'est pas habillée pareil, et je trouve que son design de base, avec son expression faciale très sereine et en même temps un peu mystique, donnait un parfait contrepoint à Ryo. Et à son côté très fermé, son visage très fermé, très vindicatif. Et là, pour le coup, on perd un petit peu cette altérité-là, et c'est un peu dommage. Ensuite, pour ce qui est des animations, c'est dans son jus, c'est-à-dire qu'on va avoir des décompositions de mouvements assez sympas pour les combats, mais c'est d'un mouvement à l'autre que ça va être très sec, très abrupt, et du coup, globalement, c'est très raide quand même vis-à-vis des standards actuels, une fois encore. Dernier point, la musique. Donc Takenobu Mitsuyoshi et Yuzo Koshiro, entre autres, avaient fait les grandes heures des musiques des deux premiers. Ils n'ont pas répondu présent sur ce numéro-là, sur le troisième numéro. En revanche, on retrouve quand même Ryuji Iuchi qui avait composé le thème de Shenhua, qui est quand même l'un des deux thèmes principaux de la saga, donc qui revient aux commandes. Il n'a pas perdu la main, mais il fait le job. Voilà, c'est-à-dire que les musiques sont fonctionnelles, elles sont atmosphériques, elles donnent une vraie présence au lieu, mais elles sont pas pour autant aussi mémorables. Peut-être aussi que le côté nostalgique de la sound font de la Dreamcast joue un petit peu aussi là-dessus. Enfin, dernière chose, pour les voix, jouer en japonais, vraiment jouer en japonais, parce qu'on retrouve un peu le même décalage entre l'anglais et le japonais par rapport au jeu d'origine, c'est-à-dire que dans Shenmue 1 les voix anglaises sont un petit peu agressives, parfois un peu compressées, et tu sens qu'on leur a demandé de jouer comme dans Shenmue 1 un petit peu pour flatter les nostalgiques. Et les gens vont pas forcément parler comme ça dans un village de la Chine, etc. Donc, en conclusion, je vais citer Victor Hugo. Le fond, c'est la forme, c'est le fond qui revient à la surface, décidément. Et sur le fond comme sur la forme, Shenmue 3 s'apparente au remaster d'un jeu qui n'a pas vu le jour sur Dreamcast, en fait. De ce jeu qu'il aurait pu être. Donc, il va falloir l'aborder comme un jeu profondément anachronique là-dessus, sur plein d'aspects. Et une fois qu'on est passé outre ce parti pris, qui transige pas avec les standards de notre époque à nous, eh bien on a une expérience authentique pour le meilleur mais aussi pour le pire, comme j'ai essayé d'en rendre compte. Le cœur est là, les ingrédients sont là, on prend du plaisir à évoluer. Moi j'ai pu jouer 3-4 heures sur une version PS4. On prend plaisir à enquêter, mais l'intégration des nouveaux éléments RPG, nourriture, craft, nivellement de la progression explicite, finalement nous amène à un paradoxe. On enrichit le jeu précisément au détriment de ce qui va au-delà du jeu. Donc le pari, en conclusion, je dirais qu'il était impossible à tenir au vu des attentes pharaoniques autour du projet, mais le challenge méritait d'être relevé et rien que pour ça, Shenmue 3 mérite votre temps. D'accord, très bien, merci beaucoup Karel pour ta critique. Est-ce que vous avez joué à Shenmue 3 ? Est-ce que vous partagez l'avis ? Non, moi j'ai même pas backé en fait, malgré le fait que je sois assez fan de la saga. Moi, ce qui me gênait quand j'avais vu les premières images du jeu, c'était surtout l'aspect visuel. Quand tu voyais ces visages un peu fermés, et justement, ce qui faisait un peu le sel pour moi des premiers Shenmue, c'était surtout que Yu Suzuki arrivait à créer en fait des visages ultra réalistes, parce que la Dreamcast avait des techniques en fait d'anti-aliasing qui permettaient en fait d'avoir des visages très très lisses et très très réalistes. Et des belles textures et des belles textures, et surtout des visages qui avaient de la personnalité. Là, visiblement, ça paraît d'être le cas. Les visages sont beaucoup trop fermés. Après, voilà, ça reste un moteur qui n'est pas forcément...
C'est un délire, on est d'accord que c'est un délire nostalgique et complètement anachronique comme tu le dis dans le test, mais moi il me manque quand même un peu cet esprit, alors je vais jouer au jeu, je vais voir ce que ça va donner, mais il me manque cet esprit de l'époque et j'ai pas l'impression que Shenmue 3 l'a complètement dans sa philosophie. Disons que c'est plaisant pour le coup, mais une fois encore il y a un décalage entre les technologies actuelles et la façon dont on a pensé en amont le projet à l'époque. C'est peut-être de ce décalage là que vient un petit peu cette vallée dérangeante, mais pour le coup le jeu reste fidèle à la proposition de base. Merci beaucoup. On va retourner sur notre débat sur Yu Suzuki et donc Shenmue 3. Donc c'est une recommandation de ta part, Karel. Donc revenons un peu sur l'annonce, le financement, Kickstarter. Qu'est-ce qui s'est passé, Florent ? Comment le jeu a été financé ? Est-ce que c'est clair ? Comment il a été financé ? Avec des sous et un peu des miens aussi, parce que je faisais partie des contributeurs. Fist bump, moi aussi. Yes, mais c'est vrai que j'ai toujours pas. Tu as déjà reçu ton jeu donc toi ? Non, je ne l'ai pas reçu. Non. Ah bon, voilà. Non. non. Mais bref, moi j'ai pas reçu mon jeu, mais je l'attends et j'ai très très envie d'y jouer. J'ai pas très peur moi de ce décalage, parce que de toute façon je savais que le défi serait impossible à relever. Tout le monde s'est dit waouh, 6 millions, incroyable. Mais quand tu sais combien coûte un jeu aujourd'hui, c'est rien. 6 millions, c'est un bon jeu. Un bon jeu indé, enfin je caricature un petit peu, mais pour tout ça pour dire que 6 c'est millions, un jeu indé techniquement là pour c'est le ça. coup. Mais c'était impossible et en fait c'est à peine un double A. Très honnêtement, j'ai trouvé à l'annonce, je me suis dit ils sont complètement malades, ils auraient jamais. Enfin, je pensais que le défi était totalement couillu, pardonnez-moi l'expression, parce que les attentes auraient été tellement incroyables. Il y a Yakuza aujourd'hui qui existe, qui fait le job, qui est un digne successeur en tout cas chez Sega de Shenmue, mais la claque Shenmue a laissé tellement de bonnes impressions à l'époque qu'il aurait fallu cette même claque pour que les gens soient pas déçus. Et c'est impossible à relever aujourd'hui, on va pas se mentir. Le gouffre qu'il y avait entre la Saturn et la Dreamcast était tel qu'aujourd'hui il n'y aura pas ce gouffre entre la PS4 et la PS5, pour donner un exemple. Non, donc c'est impossible à relever. Donc j'ai trouvé ça très très couillu. Malgré tout, c'est un très gros coup en fait de la part de Shibuya Prod qui fait partie ça des initiateurs. Ça a fait réagir sur le chat Shibuya Prod, on a parlé de Monaco. Qu'est-ce que c'est ? Quelqu'un m'a expliqué En fait, Shibuya Prod, c'est une boîte qui se trouve à Monaco et qui organise aussi des événements. Le Magic Monaco. Le Magic Monaco avec des invités, des guests de prestige, dont Monsieur Yu Suzuki, Amano Yoshitaka. Enfin, c'est une sorte de Japan Expo de luxe où ils font venir de très grands invités et c'est un petit comité, c'est-à-dire que les gens doivent réserver. Enfin bref, c'est un événement très sympa, mais pas accessible à tout le monde. D'accord, très bien. Peut-être sur la genèse, est-ce que tu veux nous éclairer sur ce que le Kickstarter était le bon moyen de financement ? Il y a eu aussi des éditeurs comme Deep Silver qui sont arrivés. Est-ce qu'on connaît un petit peu le montant aujourd'hui du budget de Shenmue 3 ? Alors, moi je ne le connais pas. J'ai pas particulièrement cherché non plus. Quand je vois le jeu, j'aurais tendance à me dire qu'il doit être il doit être dans les 20 millions. Une fois ajouté l'argent de Deep Silver, une fois tout mis bout à bout, mais bon, c'est des développeurs malins peuvent donner l'impression de faire ça alors qu'en vrai ils ont moins d'argent. C'est juste le ressenti que j'ai. Moi ce que je vois, alors moi je n'ai pas backé Shenmue 3. Parce que tout simplement à l'époque je n'avais pas encore joué à Shenmue 1 et 2. Et ben moi non plus. J'y ai joué avec le remaster PC. Il y a des gens qui ont mentionné dans le chat est-ce qu'on va parler du remaster PC, enfin du remaster HD. Peut-être nous en dire deux mots alors. Voilà, moi j'ai découvert finalement le jeu comme ça parce que à l'époque j'avais la Dreamcast mais je jouais à Soul Calibur, Power Stone et Sonic Adventure. Je suis passé à côté de Shenmue totalement et du coup j'ai découvert le jeu avec le remaster c'était intéressant mais voilà, c'est une capsule temporelle aussi. Bon, il y a pas mal de bugs et de problèmes d'optimisation qui sont d'ailleurs revenus me mordre dans le fondement, comme on dit, au moment de faire le Retro Island, puisque ceux qui l'ont vu savent que le screen tearing était un peu pénible. Voilà. Et du coup, Shenmue 3, je suivais ça un peu de loin, mais je l'avais pas backé, donc j'y jetterai un œil avec plaisir à l'occasion, quoi. Mais j'ai probablement pas le côté l'attente viscérale du projet comme d'autres ont pu l'avoir. Karel, tu souhaitais rebondir ? Oui, non, c'est effectivement il y a
un collectif de vidéastes français qui se sont risqués à chiffrer Shenmue 3. Bon, alors leurs sources sont très bien gardées, mais je les ai contactés cette semaine, ils soutiennent leurs chiffres, d'autant que Sony a, dans la foulée de leur vidéo, annoncé qu'ils allaient cofinancer le jeu aussi. Ils disaient qu'en gros, on partait, Shibuya Prod avait pu lever 20 millions, que Sony donnait 20 millions, qu'il y aurait, voilà, qu'on serait plutôt sur un projet de plus de 60-70 millions quand même. Hein. Donc, il va falloir en vendre beaucoup là encore. Voilà, qu'en gros, qu'il y aurait, enfin, ce sont les chiffres, un drop dans la mare, hein, pour ne pas les citer, dans une vidéo qui est sortie dans les jours qui ont suivi justement l'annonce du Kickstarter, et qu'en fait, le Kickstarter aurait servi de variable d'ajustement pour lancer la com et aussi récolter plusieurs millions supplémentaires. C'est ce qu'on appelle un proof of concept. Voilà. Et du coup, il a eu. En fait, tout le monde a été un peu berné parce que forcément, quand tu annonces un tel jeu à l'E3 et surtout via un financement participatif, tout le monde se dit mais vous vous rendez compte, tous les millions qu'il va falloir ramasser, tout ça, au final, en fait, c'était juste une façon de prouver que le projet avait des raisons d'exister aux yeux de Sony et qui ont pu allonger les millions pour pouvoir assurer le développement du jeu. Ouais. Florent, tu parlais de Yakuza, je pense que c'est le moment de parler de l'héritage de la saga, les héritiers. Est-ce que, premièrement, peut-être première question, est-ce qu'aujourd'hui Shenmue 3 a une raison d'être ? Parce que comme tu disais, il y a Yakuza, est-ce que c'est la même chose ? Ça a une raison d'être. Moi, je parlais tout à l'heure de jeu couillu, mais il a une vraie importance dans l'histoire du jeu vidéo. Et, quel est son héritage alors ? Son héritage, c'est qu'il a débloqué le monde ouvert sur console, ça c'est indéniable. Il a ouvert la porte aussi à tous ces simulateurs de vie, tels que Yakuza évidemment, mais tous les autres jeux de ce type, notamment Animal Crossing. Oui, par exemple, hein, dans un univers totalement différent, mais c'est vraiment un précurseur et ça on n'enlèvera jamais à Shenmue. Maintenant, Shenmue 3, oui, il a une importance parce que mine de rien, il remet Shenmue sur le devant de la scène, que le jeu soit noté 20 sur 20 ou 4 sur 20, peu importe, tout le monde en parle et il rentre de facto, encore une fois, dans l'histoire et par la grande porte. Est-ce qu'il sortira par la grande porte ou la petite ? Ça, c'est le public qui le dira. Est-ce qu'il y aura un 4 ? Lui est prêt. On verra bien. Apparemment, lui est prêt. Mais c'est comme dans les mangas, c'est comme pour tout. Le volume 1 se vend toujours le mieux que le volume 2 et le volume 2 se vend toujours mieux que le volume 3. Donc en fait, c'est un vrai risque que de s'engager là-dessus parce que les gens vont pas acheter le 4 s'ils n'ont pas fait ni le 1, ni le 2, ni le 3. Dans le jeu vidéo, c'est peut-être un peu différent, mais on se rend compte que malgré tout, la plupart du temps, la loi des séries veut que le numéro 1, c'est toujours mieux que... Voilà. Bon, il y a toujours plein de contre-exemples, hein, mais en tout cas, c'est un risque. Julien, si aujourd'hui tu devais recommander à quelqu'un un jeu qui soit dans l'esprit Shenmue mais qui soit plus accessible que le côté un peu raid que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que tu conseillerais Yakuza, tu conseillerais Red Dead Redemption 2 et pourquoi ? Enfin, je veux dire, quel jeu te vient à l'esprit ? C'est compliqué parce que finalement Shenmue coche plein de cases très diverses. Je dirais que pour le côté le dépaysement, la reconstitution d'un Japon un peu rétro, mais voilà, Yakuza clairement est dans la lignée vraiment de Shenmue. Sur, on va dire, l'expertise du monde ouvert, Rockstar a mis la barre très très haut. Et je trouve que, Red Dead Redemption 2, j'y ai très peu joué, mais le peu que j'y ai joué, on a vraiment cette exigence un peu jusqu'au boutiste finalement de l'authenticité, voilà, il y a toutes les blagues sur les parties intimes des chevaux et tout ça, mais et cette envie d'avoir quelque chose aussi authentique que possible, je pense qu'ils sont dans l'héritage de ça. Moi, en jouant Shenmue 1 et 2, en fait, un jeu auquel j'ai tout de suite pensé, bizarrement, alors c'est un peu vieux, hein, mais c'était sur PC, c'était Gabriel Knight 3. D'accord. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, c'était la tentative d'emmener la série Gabriel Knight, qui est une série de point and click, vers la 3D. Et en fait, dans Gabriel Knight 3, qui est sorti la même année que Shenmue, on a un monde ouvert qui est dans le sud de la France, dans lequel on peut aller. Il est assez rythmé par journée. Les PNJ ont des agendas, vont à certains endroits à certains moments et tout ça. Et en fait, en y jouant, je me suis rendu compte, c'est marrant parce que le résultat et Gabriel Knight 3, c'est beaucoup plus confidentiel, hein, que Shenmue, mais finalement ils allaient dans la même direction et c'était l'évolution finalement du jeu d'aventure, le jeu type point and click, que ce soit avec Shenmue ou avec Gabriel Knight 3. Ils proposaient, enfin eux ils avaient vu vers quoi devait se diriger le jeu d'aventure
dans la 3e dimension en fait. D'accord. Karel, un dernier mot pour conclure. Disons qu'à date équivalente et les grands esprits se rencontrant, en 2001 on a eu un petit jeu sur 64 qui s'appelle Majora's Mask, et mine de rien la première heure de jeu c'est quoi sinon parler à des gens dans la rue qui te disent d'aller voir ailleurs s'ils y sont, et au final trouver la solution et avancer, etc. Et je me demande si Majora's Mask n'est pas quelque part un peu, pas un hommage, mais en tout cas une envie de creuser cette proposition-là de Shenmue. Et puis comme tu l'as dit hors antenne, un jeu avec un calendrier, un chat, de la météo et d'un nombre de jours limité. Ça commence par Père et ça finit par Sona. En tout cas à partir du 3. Voilà, parce que, voilà. Très bien. On voit en fait là qu'on pourrait en parler pendant des heures, donc ça montre bien que Shenmue a une influence non négligeable sur le jeu vidéo, puisqu'on en retrouve un petit peu partout, de Animal Crossing à Gabriel Knight. Enfin, voilà. Je vous propose donc de conclure notre débat sur ce point et puis de passer sans plus tarder au quiz musical. Alors, est-ce qu'on peut avoir le son en plateau, s'il vous plaît ? Pour le quiz musical, donc nous avons 2 équipes. Alors nous avons l'équipe Dragon à droite et puis l'équipe Phoenix à gauche. Yes. Alors, le quiz musical est assez simple. Nous allons avoir 5 morceaux. 1 point par bonne réponse. Si vous donnez une mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse. Mais donc vous pouvez donner les réponses, mais sachez que si vous vous trompez, la main passe à l'équipe adverse. Et on cache le chat. On hurle la réponse ou on lève la main? Ah non, tu hurles la réponse, okay. c'est la foire. Cache le chat parce que sinon après. le chat joue avec nous de manière générale. Comme nous avons parlé de Suzuki et de Hang On, on a décidé de parler de moto dans le jeu vidéo. Alors, pas de MotoGP, pas de choses comme ça. On est allé chercher un peu plus loin. Écoutez, je vous propose de commencer tout de suite avec... dernière précision, tous les jeux, tous, font partie de saga. Il me faut le plus exact. Par exemple, il n'y a pas Halo, mais s'il y avait Halo et que vous me dites Halo alors que c'est Halo 3, ça ne marche pas. C'est bon ? Ok. Et c'est parti. Oui. Non, pas Days Gone. Non, c'est pas Days Gone. Ah. C'est ce qu'on appelle... La musique vient de ce qu'on appelle une extension avant les DLC. C'est une extension solo d'un jeu qui est sorti. Et peut-être le malheur de ce jeu, c'est d'être bloqué dans la fame entre son successeur et son prédécesseur. Son successeur qui est d'ailleurs toujours un jeu qui est extrêmement vendu. GTA 4. Voilà, exactement. GTA 4, il s'agit de... The Lost and Damned. Exactement, c'est le thème d'intro de The Lost and Damned qui est le DLC, enfin le mode d'aventure solo de l'extension biker de GTA 4. Je suis inconsolable. Pour un point donc pour l'équipe Dragon. Pour le second morceau, attention, je pense que vous allez trouver très très vite, donc n'hésitez pas à aller très très vite dans la réponse. Mario Kart Double Dash. Mario Kart, oui. Exactement. Mario Kart, oui, c'est Mario Kart, oui. C'est Mario Kart, oui. Yes. Je l'ai dosé. Et il y a des motos dans Mario Kart. Funky Kong, Scoot Comet, la base. Voilà, très bien. Donc 1-1, le suspense est à son comble. Le troisième morceau est peut-être un peu plus compliqué, mais je compte sur vous pour le trouver. MGS5. Oh là là. Oh là 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 là. Et la nana l'a fait c'est tout de suite. Et c'est quoi donc MGS5? C'est Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain et c'est la chanson de Quiet. Je suis. Et oui. Je pensais vraiment que ce morceau-là, je vais devoir expliquer pendant. Quiet bouche bée. Donc 2-1 pour l'équipe Phoenix. Bravo. Alors je salue Hubert de Gamecult pour le running gag sur Twitter, c'était très drôle. D'accord. Je vous propose de passer tout de suite au 4e morceau. Bon, je l'ai, c'est pas fair play, mais. Vas-y. Attends, laisse-nous écouter. Je l'ai. Je connais celui-là. Parce que si vous l'avez, c'est égalité et ça se joue sur la dernière, mais. Ah non, mais évidemment, mais. Allez. Ah là là. Je peux te donner le compositeur si tu veux. Oui. Ah oui, je suis con, c'est Street of Rage 2. Oh, voilà. C'était un gros indice. Mais moi je cherchais un truc avec les motos, moi. Dans Street of Rage, il y a les méchants avec les motos là. Et oui. Moi aussi, je vais te sortir Katana Zero, tu vas voir. Et oui. D'accord. Et donc 2-2, donc le dernier point sera décisif, mais je pense que Karel a l'avantage.
Non mais si tu l'as, dis-le, tu vois. Days Gone. Non. Non, non, non. Non mais non, bah trop tard. Mais non. Tu passes la main déjà. Mais c'est à vous. Vous avez un peu de temps. Mais si, c'est FF7. Voilà. C'est FF7, c'est le morceau Crazy Motorcycle Chase. Ah non, mais non, parce que on avait parlé de Days Gone en antenne et j'avais dit que je ne mettrais pas Days Gone dans le. Et en plus, il avait dit qu'il ne mettrait pas de Days Gone. Enfin, nous, on pouvait chercher. Hein, voilà. Donc, moi qui attendais du full throttle, je suis super déçu. Je suis meilleur en rétro aussi, moi. Je voulais éviter de mettre. J'attendais Excite Bike. Exactement, moi dans ma tête je me préparais pour dire Excite Bike. En fait, c'est que je me suis rendu compte en le préparant que il y a beaucoup de jeux avec des motos. Donc je vais pas prendre des jeux qui soient que sur des motos. Bref, toujours est-il que l'équipe Dragon gagne sur le score de 3-2. Yes. Karel, tu as été. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été magnanime. Voilà. Mais écoutez, est-ce que c'est sur ce score donc que c'est la fin du quiz? Daytona USA. C'est fini maintenant. C'est fini. Messieurs, c'est l'heure donc maintenant des recommandations. Est-ce que vous avez des choses à nous recommander, une œuvre, quoi que ce soit, quelque chose que vous avez vu récemment, qu'elle vous avez joué, qui vous a plu? Karel, si tu veux commencer. Oui, alors j'en ai 3, donc je vais aller très vite. Romancing Saga 3 sur Switch, qui est l'aboutissement absolu de la trilogie initiée par Monsieur Kawazu sur Super NES. Donc c'est un petit peu une saga au Japon qui évoluait en parallèle de Final Fantasy avec un game design peut-être beaucoup plus obscur. D'aucuns diraient Dark Souls-like aujourd'hui sur pas mal d'aspects. Mais voilà, c'est typiquement un argument de c'est quoi la liberté dans un jeu vidéo. Romancing Saga 3 vous propose une vraie vision de ça, c'est-à-dire où tu peux recruter les PNJ que tu veux, dans l'ordre que tu veux, faire les quêtes que tu veux, les ennemis scale en même temps, donc tu peux vraiment aborder la map dans n'importe quel ordre. Et tu as un gameplay hyper profond, donc pour le coup très très bon parti. En revanche, il coûte 30 balles. Voilà, donc faut les sortir. Quels sont tes autres recours? Mais ce sont des 30 balles bien investis. Mon autre recommandation, c'est un film, Carnet de voyage de Walter Sall, film sur la jeunesse du Tché avec Gaël Garcia Bernal, sorti en 2003. Et donc on va suivre le voyage du Tché en moto, justement dans l'Amérique du Sud, et il va rencontrer différentes personnes et découvrir ce qu'est la réalité sociale du continent. Et c'est à son retour en Argentine qu'il va décider de devenir le personnage historique qu'on connaît. Et dernière recommandation, je vais aller très vite, c'est un petit sketch de l'émission Hall of Shame sur No Life, sur Shenmue, qu'on paraphrasait avant l'émission en off. C'est une proposition assez dingue, c'est-à-dire qu'aurait donné la localisation française de Shenmue pour 30 centimes. Donc en gros, tu peux lire les sous-titres en anglais et ils te traduisent ça littéralement. Voilà, donc ça te donne par exemple The mirror is buried under the cherry tree. Le miroir est bourré sous mon arbre chéri, par exemple. Voilà, des choses comme ça, pas mal de choses. Donc c'est un sketch qui dure 5-6 minutes, doublé en plus par des vrais doubleurs pour le coup, parce que Thomas Guitare et Geneviève de Hang, c'est Collectif Goto One, on les embrasse. Ils nous ont bien fait rire sur internet dans les années 2000. Et voilà. Donc j'ai été beaucoup trop long. Merci Karel. Julien, est-ce que tu as quelque chose à dire? Alors, je sais pas si ça serait déjà une recommandation, mais en ce moment, moi, je m'amuse beaucoup avec The Outer Worlds. D'accord. Voilà. On a testé la semaine dernière. Oui. Donc voilà. Mais on verra quand j'aurai plus avancé si vraiment j'en fais une reco ou pas. En tout cas, c'est marrant. Oui. Non, sinon, ça commence à remonter maintenant à quelques semaines, mais la série Dark Crystal sur Netflix, qui est une merveille pour les yeux et une vraie belle ça faisait très peur quand il l'avait annoncé, on se disait oulala, qu'est-ce que ça va donner, et en fait pour moi c'était vraiment c'est une vraie réussite. Et puis voilà, le personnage de l'hérétique, ceux qui ont vu la série savent de quel personnage je parle. Voilà, le jour où ils sortent une figurine, quelque chose, c'est direct quoi. Très bien, merci Guillaume. J'aurais pu vous recommander de jouer à Shenmue, la collection, mais je vais parler d'un petit jeu assez particulier pour ceux qui sont intéressés par l'histoire de Sega, et notamment à cette période je te vois venir, à cette période assez particulière où Sega n'avait pas énormément les moyens, mais voulait quand même continuer à faire du jeu vidéo. Je parle bien sûr de Sega Gaga,
qui est un jeu en fait assez introspectif et très particulier dans l'histoire de Sega. En fait, le principe c'est simple, c'est Sega qui est au bord du gouffre en termes de constructeurs de jeux vidéo et d'éditeurs, et donc c'est un petit RPG où l'on va retrouver en fait tous les personnages de l'univers Sega, mais également aussi les employés de la firme que l'on va rencontrer au fil de notre aventure. On a des dialogues super drôles à base d'autodérision, mais c'est un jeu qui respire l'autodérision. On a également à la fin un énorme combat en mode R-Type où on se bat contre une Saturn. Enfin bref, c'est un jeu mais complètement what the fuck avec une musique fantastique, et c'est vraiment c'est vraiment, si vous vous intéressez à cette époque de Sega qui était assez particulière dans l'histoire de l'éditeur, il faut jouer à Sega Gaga. Alors le problème c'est que le jeu il est très peu accessible parce qu'il a été comme il est en japonais. Il y a que des références en fait au folklore japonais et à la façon en tout cas au dialogue japonais, et donc il a été retraduit en anglais par des fans, mais on capte moins forcément l'essence quand on ne parle pas japonais. Mais si vous avez l'occasion de jouer à Sega Gaga, jouez-y, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Écoute, c'est noté. Florent. Alors moi je vais faire un peu d'auto-promo parce qu'en fait à part mon boulot je fais pas grand chose, donc voilà, je conseille Beep Beep Boy pour les amateurs de jeux vidéo. Ah, tu lèves le pouce, ça fait plaisir. C'est un manga rétro par l'auteur de High Score Girl, et c'est du vécu en fait, et c'est autobiographique et c'est super drôle. D'accord. Le style graphique est assez particulier, puis sinon on vient de sortir un artbook pour ceux qui sont amoureux du Japon. Ça s'appelle Rêve de Japon par Atelier Sento, et c'est vraiment des illustrations super belles, donc voilà, c'est chez Omake Books. Et vous les voyez ici, là, maintenant plus que la caméra a changé, mais voilà, écoute, merci beaucoup. Pour ma part, je ne sais pas si je peux vous recommander d'aller voir Le Mans 66 et de jouer à Pokémon épée. Je vous en parlerai peut-être plus tard parce que j'ai occupé ma semaine à ça. Je suis pas sûr que je peux vraiment vous le recommander. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Messieurs, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Sous ma couette avec une tisane. Là, après cette émission. Je ne te pose pas la question à toi. C'est un bon plan. Moi, je suis sur Omake Books, voilà. Un compte Twitter. Ouais, Florent Gorge, pas Georges s'il vous plaît. Et Florent Allô, Gorge. Monsieur Georges. On m'a appelé Julien Georges le jour où on dit j'adore ce que vous faites, Julien Georges. Ouais, d'accord. C'est pas moi. S'il pensait que tu présentais Eden Palace par contre. Non. C'est histoire de faire une sorte de triplé de. Voilà, Florent Gorge, FR. Voilà. D'accord. Julien. Moi pour l'instant je ne fais pas grand chose de montrable. En tout cas j'ai un peu bossé sur Watch Dogs 3, mais vu qu'il a été repoussé maintenant je sais pas quand est-ce qu'il sortira. Mais non, par contre dans un futur pas trop lointain, je vais normalement, si tout se passe bien, auto-éditer quelques créations rôlistes de mon cru. D'accord, très bien. Voilà, donc suivez-moi sur Twitter @marzin, MARZHIN, très bien. Vieux pseudo de gamer, où j'aurai l'occasion d'en reparler le moment venu. C'est bien noté, merci beaucoup. On remercie Garcedge et Ataru pour leur follow sur le stream. N'hésitez pas à faire la même chose, ça nous aide beaucoup. C'est la fin donc de ce numéro 108 d'Hyperlink. Donc comme le dit le jingle, c'est la fin des choux. Et voilà pour ce numéro 108. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, on vous souhaite de vous amuser, de regarder des bons films, de lire des bons mangas, et on vous remercie tous sur le chat et pour toutes vos recommandations. C'est très utile. Merci à tous. À la semaine prochaine. Salut. Ciao. Bye bye. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.